Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo devlog. On va avancer sur petit projet. On va parler de comment mettre en place une architecture. Mais juste avant, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Là, t'es en plein dans une série devlog où je raconte comment je fais un projet de A à Z. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. C'est juste en dessous. Si tu veux encore plus de contenu, en ce moment, j'envoie un email tous les matins à 9 h dans ta boîte mail, rempli de contenu, d'astuces. Alors n'hésite pas à t'abonner, pareil, le lien est juste en dessous dans la description. Ok, quand on parle d'architecture, c'est un mot qui fait un peu peur parce que finalement, architecte logiciel, c'est un poste, c'est un rôle, c'est une responsabilité. Et souvent, on va laisser ça à des gens assez expérimentés. Dans cette vidéo, je vais pas te donner une architecture en particulier parce que finalement, il y en a tellement, chacune a un objectif bien spécifique. Le but, c'est vraiment pas de lâcher des noms comme ça un peu à la va-vite en mode je name drop des trucs qui vont pas forcément avoir de sens pour toi parce que tu connais pas ces architectures. Par cette vidéo, je voudrais vraiment te montrer que tout le monde doit s'intéresser à l'architecture. Toi en tant que futur développeur, toi en tant que développeur, en tant que lead développeur ou en tant qu'architecte logiciel, en fait c'est vraiment un sujet qui doit être compréhensible par tout le monde. Parce que finalement, ce qui va être édicté en termes d'architecture, ça va être à toi de l'implémenter si tu es développeur. Donc là, premièrement, on va parler des concepts à retenir, qui encore une fois sont des concepts de bonne pratique. C'est pas forcément des architectures en soi. C'est vraiment toutes les choses qui font que ton architecture va être réutilisable, va être modulable, va être entre guillemets agile. On en reviendra un peu plus tard. C'est toutes les idées que tu dois vraiment avoir à l'esprit quand tu vas mettre en place ton architecture. Alors, premièrement, on va parler du Separation of Concern. Je te mets les titres juste en dessous, là, ça devrait apparaître ici. Ça te permettra aussi de faire tes recherches. Comme d'habitude, dans cette série, je te mets un lien vers une fiche Notion où je laisse les mots-clés, les idées à retenir, les idées à rechercher. Comme ça, ça te permet d'aller encore plus loin dans la démarche et vraiment d'avancer, de faire tes propres recherches, de te faire une idée de l'étendue du truc. Et ça te permettra aussi, à travers tes recherches, de progresser. Donc, le Separation of Concern, c'est le fait de vraiment découper ton architecture en modules. Pour l'instant, on va appeler ça module, on y reviendra juste après. C'est-à-dire que ton architecture va pas être d'un seul bloc, ça va être plusieurs entités qui vont interagir les unes avec les autres. Finalement, si tu n'as qu'un seul module, qu'un seul composant qui fait tout, c'est que tu as un problème, c'est que potentiellement, il faut le découper. Et j'en viens au Single Responsibility Principle. Le Single Responsibility Principle, c'est un principe qui fait partie des principes dits solides, S-O-I-L-I-D. C'est des conseils d'architecture de code, de design de code qui sont aussi parfois applicables à une architecture en général. Ce principe-là, il dit que chaque composant doit avoir une et une seule responsabilité. Ça veut aussi dire que chaque composant doit avoir une seule raison de changer. Ça va te permettre de penser ton architecture comme différents composants qui vont interagir entre eux, donc chacun aura une seule responsabilité. Troisième concept à retenir, c'est la notion de couplage. Ce qu'on appelle un couplage, en fait, c'est à quel point un composant A dépend d'un composant B. Plus les composants interagissent entre eux, plus ils dépendent l'un de l'autre, et ça veut dire que si j'ai une interaction forte, un couplage fort entre deux composants, potentiellement, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ça, c'est ce qu'on va chercher à éviter quand on design du code ou quand on design aussi des composants d'une architecture, parce que ça veut dire que si j'ai mon composant A qui tombe et que le composant B ne fonctionne plus, je peux avoir un problème, parce que je peux avoir un composant C qui, lui, dépend de B. Donc tu vois, tous ces trucs-là, il faut garder à l'esprit que l'idée, c'est de séparer un peu les choses, que chaque chose ait sa façon d'agir, que chaque chose soit à peu près indépendante du reste du système, et qu'elle puisse potentiellement être utilisée par autre chose. Quatrième concept à retenir, c'est le DRY, D-R-Y. Et non, c'est pas le rappeur. Don't repeat yourself. Ça veut vraiment dire qu'en fait, tu dois essayer de mettre une intention spécifique à un endroit donné. Si tu as du code qui se répète ou des composants qui sont redondants, qui apparaissent plusieurs fois, potentiellement tu pourrais les grouper et en faire qu'un seul qui a une seule responsabilité et qui est bien séparé du reste de l'architecture. Ça, c'est un concept qu'on retrouve aussi dans le code, qui te pousse à factoriser ton code. C'est un concept qu'on va retrouver aussi dans les architectures. Cinquième concept à retenir, c'est qu'il faut faire le minimum de design avant de démarrer ton architecture. On va en parler juste après. Si tu veux commencer une architecture, ça sert à rien de décrire 50 000 pages de documentation, de décrire dans les moindres niveaux, parce qu'en fait, tout ça, peut-être que tu vas le faire pour rien. En effet, si tu fais une architecture sur le papier, ça ne veut pas dire qu'elle va absolument fonctionner.
à moins que tu sois un expert, mais en général, c'est pas parce que tu as fait une architecture sur le papier qu'elle va fonctionner à la lettre. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan global, sans aller vraiment trop dans le détail, et après ça, tu vas pouvoir commencer à implémenter ton architecture, et tu peux utiliser un concept qu'on appelle l'evolutionary design, qui est que ton design va évoluer avec le temps, avec l'évolution de ton software. Donc là, si tu es parti pour faire de l'UML comme on faisait à l'école, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, sachant qu'en plus on est dans le contexte d'un projet personnel, où je vais vraiment être tout seul. Bah, l'idée, c'est un peu dommage de passer des heures et des heures à faire du design dans le moindre détail, alors que ce temps-là, il pourrait être utilisé à développer les composants de l'architecture. Alors oui, aussi, quand tu fais une architecture, faut pas oublier de bien manger. Ce que je vais dire, ça va faire grincer certaines dents, mais c'est pas grave. Désolé pour les profs d'informatique en DUT. Tu n'es pas obligé d'utiliser UML. Alors UML, si tu connais pas, c'est Unified Modeling Language. C'est un système qui te permet de définir via des diagrammes bien spécifiques n'importe quelle interaction logicielle, n'importe quelle architecture ou n'importe quel workflow logiciel. C'est vraiment unifié, il y a une codification qui est assez complexe. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est un peu overkill, encore plus dans le cas d'un side project où là vraiment t'es tout seul. Il faut bien remettre dans le contexte, hein. Donc là je les vois venir dans les commentaires ceux qui vont me dire non mais UML c'est blablabla. Bla. C'est pas le sujet, pour un side project t'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est trop détaillé, c'est beaucoup trop complexe pour ce que tu veux en faire, surtout si t'es seul. Et finalement c'est très peu utilisé en entreprise. Moi personnellement j'ai croisé de l'UML peut-être une ou deux fois en plus de 10 ans. Je te dis pas que parce que j'en ai vu si peu, c'est si peu utilisé, mais je sais pas, j'aimerais bien faire le sondage, toi. Dis-moi, toi, dans les commentaires, si t'as déjà vu utiliser de l'UML récemment, sur ces 5-10 dernières années, si tu trouves ça utile ou pas. J'aimerais bien avoir ton avis, tiens. Moi, perso, je trouve que dans la très grande majorité des cas, on peut s'en passer. C'est utile pour certains cas bien spécifiques, quand il y a besoin de gros détails. Et c'était surtout très utilisé à l'époque où on était en cycle en V, c'est-à-dire qu'on faisait toute la spécification du software en amont, on prévoyait tout dans les moindres détails, et après seulement on se mettait à faire 5 à 6 mois d'implémentation. Donc voilà, pas du tout adapté pour un side project. Et pour ceux qui pensent que le fait de manquer de détails dans le design, dans la spécification ou dans des diagrammes, c'est un problème, moi je pense que ça l'est pas vraiment. Pour illustrer un peu mon propos, je vais te mettre à l'écran 2 dessins de maison. Celui-là et celui-là. Dans les deux cas, un des premiers mots qui va te venir à l'esprit quand tu vas voir les dessins, ça peut être maison, ça peut être le sud, ça peut être un champ, mais finalement, le niveau de détail supplémentaire sur le tableau de maître n'apporte pas tant d'informations supplémentaires vis-à-vis de la scène. C'est du détail qui pour moi est pas très utile. Il y aura toujours un mec pour te dire il ose comparer un dessin d'enfant au tableau de maître de Paul Cézanne, le fameux tableau Maison de Provence. Quelle hérésie! Juste avant qu'on passe à la pratique, attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le hype-driven design. Tu vois tous ces mecs là qui jurent que par le microservice. J'ai fait un microservice. Ouais, j'ai déployé une appli, il y avait 2 microservices. Pour la petite histoire, le microservice, il y en a beaucoup qui jurent que par ça et qui crachent sur ce qu'on appelle des monolithes. C'est en fait une application en un seul bloc. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, un monolithe peut être bien architecturé et fonctionner très bien, qu'un microservice peut être mal architecturé et occasionner des catastrophes. Les microservices, si tu connais pas, c'est un pattern d'architecture qui est que tu vas diviser tes applicatifs dans des proportions qui sont à l'échelle d'une fonction potentiellement. Je schématise, je prends énormément de raccourcis, là de toute façon c'est pas la question. Par exemple, pour afficher la homepage d'Amazon, tu vas avoir plusieurs centaines, voire des milliers de microservices qui rentrent en jeu. Donc chacun a son stockage de données bien particulier, son déploiement est automatisé, la scalabilité de chaque microservice est décorrélée du reste du système. Ce qu'ils oublient ces gens-là, c'est qu'en fait les microservices, ça sert à faire 2 choses que peu de gens finalement ont besoin. Scaler ton infrastructure et ton software, scaler tes équipes. L'avantage d'un microservice, c'est que potentiellement tu peux intervenir le premier jour où tu arrives sur un microservice parce que le truc est tellement petit que finalement l'impact que tu vas avoir dessus est petit. D'un point de vue fonctionnel, c'est un scope ultra limité, ce qui fait que si tu expliques bien le besoin à une personne,
le premier jour, il peut intervenir dessus, par exemple. Et ça, c'est important pour les boîtes qui ont des centaines, voire des milliers d'ingénieurs. La montée en charge de ton software, c'est important quand tu commences à avoir une vraie montée en charge, quand tu as beaucoup de requêtes à la seconde. Pour moi, je trouve ça complètement inutile quand tu as zéro montée en charge, quand tu as une équipe de 10 développeurs. Pour ce genre d'organisation-là, il y a des patterns d'architecture qui fonctionnent très bien, qui vont pas dans ce niveau de détail. Il y a beaucoup de gens qui se contentent juste de lâcher des buzzwords et qu'en fait, ils comprennent même pas ce qui se passe derrière. Finalement, ce qu'il faut que tu retiennes sur les microservices, c'est qu'un microservice, en général, va être très simple, mais l'orchestration et la communication entre les services peut être très compliquée, peut occasionner beaucoup de soucis si t'as même pas les outils appropriés. Je vais te laisser méditer sur un tweet de Simon Brown. En gros, il explique que si t'es pas capable de construire un monolithe, en fait, les microservices vont pas t'aider. Alors quand tu commences, il y a certaines questions qu'il va falloir se poser, qu'il va falloir garder en tête, et ça va déjà être, qu'est-ce qu'on veut construire ? C'est un peu tout simple, tu veux construire une maison, tu vas commencer par dessiner une maison, j'imagine. Il faut aussi que tu gardes en tête que c'est pas parce que t'as mis ton architecture sur le papier qu'elle va forcément fonctionner. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Est-ce que, juste visuellement sur le papier, ça peut fonctionner? Parfois, pas du tout. Ça, c'est une bonne chose à prendre en compte. Et troisième chose, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'identifie des risques potentiels? Quand je parle de risques, ça peut être des risques de technologie, ça peut être des risques de budget, ça peut être des risques d'organisation. Tout type de risque peut impacter ton architecture. Encore une fois, on est sur un side project, donc forcément il y a des trucs que j'aurais plus de maîtrise dessus. J'ai pas 100 devs à ma disposition, donc en termes de budget, à part mon temps, ça devrait aller. Allez, on va passer à la mise en pratique. Pour ça, tu as besoin d'un crayon et d'un papier. Là, le modèle d'architecture que je vais te présenter, c'est un modèle qui est assez simple à apprendre, qui a été énoncé par un gars qui s'appelle Simon Brown, on en a parlé juste avant. Je vais te mettre tous les liens vers ses contenus en description et dans la fiche Notion. Il y a pas mal des choses que je te présente là qui sont inspirées de ses travaux. Simon Brown, lui aussi, n'est pas forcément fan du ML parce que effectivement c'est trop compliqué. Il énonce un modèle qui va se résumer à 4 éléments. C'est ce qu'il a appelé les 4 C. On va avoir le premier C tout en haut qui est ce qu'on appelle le contexte, donc c'est le système de software, c'est l'abstraction la plus haute. Donc là, à cette échelle-là, ça va être tout mon écosystème qui va potentiellement interagir avec d'une part AWS ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment le système dans son entièreté, c'est le niveau le plus haut. Donc le contexte ou parfois appelé software system. Au niveau juste en dessous, on va parler de containers. Et là, c'est pas des containers Docker, rien à voir. Parce que là, on est vraiment sur une abstraction. Ces containers-là, c'est chaque élément déployable. Donc, quand je dis déployable, c'est quelque chose que tu vas déployer sur un serveur ou sur une instance ou sur un serveur virtuel, peu importe. Ça peut être une web app, ça peut être un front-end, un back-end, une application mobile, ça peut être un script, une base de données. Effectivement, ça peut être un microservice, tout ce qui est déployable. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contexte, c'est le software system, c'est la partie la plus haute, et on va avoir en dessous les containers. Pour découper un container, on va parler de composants, de component en anglais. Oui, le mot composant, il est utilisé dans tous les sens. Là, il faut pas faire de lien mental avec tes composants React ou Angular ou ce que tu veux. Là, on parle de composants comme une sous-partie d'un container. Donc les composants, c'est quelque chose qui peut pas forcément être déployé directement en standalone comme le sont les containers. Et en dessous, on va avoir les classes ou le code. Et là, c'est vraiment un fichier de code à part entière. Cette modélisation-là, elle est intéressante parce que tu as un niveau de détail à 4 étages et en fait, tu te rends compte que dans la majorité des cas, t'as pas besoin de plus et t'as pas besoin de moins en fait. Ça, c'est le modèle des 4C de Simon Brown. Il en a même fait une librairie qui te permet de générer ce genre de schéma. C'est du code, je crois qu'il y a une version de .NET, une version Java, mais c'est pas grave. Nous, avec un papier et un stylo, on va pouvoir reproduire la même chose. Je vais refaire le schéma que j'avais fait dans la vidéo précédente. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo, il apparaissait brièvement. Comme ça, je vais pouvoir faire le lien avec le modèle C4. Donc, contexte, container, component et les classes, ou le code. Ok, déjà, on va commencer avec notre système. Alors, il va commencer là, hop. Je le fais en pointillé et je le fermerai après, comme ça on pourra voir et un peu dézoomer pour voir ce qui se passe. En bleu, je vais mettre tout ce qui est mes containers. Donc là, je vais avoir un front et mon front-end va communiquer avec un back-end. Donc là, je vais avoir un container FFmpeg qui lui va se charger, comme on avait dit précédemment, de découper des vidéos. Ici, je vais créer un autre container pour le stockage. Ok, hop, hop, hop. Je les ai peut-être pas espacés, mais c'est pas grave. Là, je vais fermer mon système ici. Donc, à l'extérieur de mon système, je vais avoir ce qu'on va appeler
AWS. Encore une fois, je ne sais pas si S3 sera mon provider, mais ce sera un truc du genre qui me permettra de stocker les fichiers vidéo. Et donc finalement, comme autre chose externe à mon système, je vais aussi avoir potentiellement des AWS Lambda. Donc AWS Lambda, si tu connais pas, c'est un mécanisme qui te permet d'avoir des fonctions as a service. Tu définis une fonction qui est utilisée à la volée et tu vas payer que pour l'exécution. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc finalement, ça c'est mon système qu'on voit avec ces différents containers qui vont chacun avoir leur déploiement bien spécifique. Donc on aurait potentiellement 4 composants qui vont interagir. Donc là, tu noteras que sur ce schéma-là, je suis pas forcément allé au niveau le plus bas. Je reste sur un niveau contexte container pour juste avoir la notion des projets que je vais initier. Ça veut dire que chaque container aura son système de déploiement bien à part, potentiellement ses technos bien à part, et en fait, à partir de ça, je vais pouvoir identifier qu'est-ce que je vais utiliser. Donc, en termes de flux de données, une vidéo longue qui va être uploadée par le front. Je pense d'ailleurs que ce sera potentiellement directement uploadé du front vers le système de stockage qui sera peut-être une fonction ou un service en particulier qui poussera directement dans AWS S3 ou un stockage dans le genre. L'idée, c'est que potentiellement, je peux avoir mes 2 containers stockage et FFmpeg dans mon backend, mais en fait, vu que d'une part, stockage va gérer des gros fichiers, j'ai pas forcément envie de mettre ça avec le reste de mes API. D'autre part, vu que FFmpeg lui aussi va découper en mémoire des fichiers vidéo, je préfère l'isoler. Donc c'est pour ça que mon front, lui, va directement potentiellement pousser le fichier vidéo par ici, par stockage, qui va le pousser là. Ici, ça va me retourner un ID qui va potentiellement aller là. Ça, toujours, c'est des hypothèses après à valider. C'est le premier scénario qui est d'uploader la fameuse vidéo. Maintenant, une fois que cette vidéo est uploadée, à l'intérieur de mon front, je vais avoir mon interface qui me permet de générer les timecodes, de découper les timecodes. Cette interface-là, elle va me permettre d'appeler mon composant FFmpeg avec l'ID d'une vidéo et elle va appeler une fonction as a service en prenant l'ID d'une vidéo, les timecodes, d'accord? Et en fait, la lambda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choper le fichier vidéo, lui redécouper en 3 morceaux, hop, potentiellement, hein. Voilà, super flèche. Donc là, j'ai vidéo découpée. Et une fois que j'ai ça, du coup, je vais avoir 3 nouveaux fichiers dans S3. Et eux, en fait, ils vont être renvoyés vers mon front, où ils seront téléchargeables. Ok? Donc ça, c'est un peu le flow d'architecture. Voilà, on a un schéma d'architecture qui n'est pas parfait, qui est une ébauche. Bien sûr, quand je vais commencer à implémenter, je vais devoir le retravailler. Et ça demande du temps, c'est pas grave. Ça devient un peu fouillis, mais j'espère que tu as pu suivre dans l'ordre un peu les interactions. Et une fois que j'ai ces vidéos-là, je peux les télécharger. DL pour download. Donc là, en fait, si tu fais gaffe, on a bien notre système qui est notre première entité du modèle C4. On a, après, en bleu, on a nos containers qui sont des entités qui sont déployables. Et après, plus tard, quand on aura commencé l'époque et compagnie, on va pouvoir descendre un peu plus bas dans le modèle. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin de savoir ça. Et en fait, mon appli, elle tient sur cette image que tu as à l'écran. Donc bien sûr, si on enlève un peu tout le détail, on a vraiment un truc assez simple. Et pourquoi je cherche pas à faire plus compliqué, à faire plus détaillé? Parce que ça ne m'avancerait à rien. Là, je sais que j'ai un front et un back-end qui vont fonctionner ensemble pour garder un minimum de données. J'ai un composant qui s'occupe de gérer le stockage et l'envoi de fichiers lourds vers un stockage cloud comme Amazon S3. Et j'ai un composant qui s'occupe d'orchestrer le découpage de mes vidéos. Et en fait, entre ces 4 composants-là, je vais avoir mes interactions. J'ai pas besoin d'en savoir plus pour le moment. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut garder les choses simples si tu veux pouvoir avancer rapidement, surtout quand tu es tout seul. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes vraiment sur le modèle C4, c'est que c'est un truc simple. Je t'ai mis tous les liens dont tu as besoin si tu veux bookiner un peu plus dans la description. Il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que, au départ, ton architecture, elle doit être simple, elle doit être accessible, elle doit être lisible par un enfant de 10 ans, enfin presque. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir produire un résultat assez rapidement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu t'intéresses à l'architecture, si tu as déjà fait de l'UML ou pas, ça peut être intéressant.
Comme d'habitude, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça permettra de recevoir les notifs pour la suite des vidéos. Bien sûr, active la cloche. Si t'as aimé cette vidéo, et c'est super important pour moi et pour la chaîne, ça permet aussi de me faire avancer et de me faire remonter vis-à-vis de YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu des POC et de comment on va tester des technologies. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Et moi, comme d'habitude, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!